Comment faire ses propres choix quand quelqu'un l'a toujours fait pour nous? Comment vaincre une addiction? Comment se préparer pour traverser la Manche à la nage? Autant de questions auxquelles Grégor a accepté de répondre dans cet épisode. Salut Grégor, Salut, comment vas-tu? je vais très bien, Je suis ravie de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. c'est un plaisir. Je commence toujours de la même manière, à savoir dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui. Donc déjà bonjour à tous et l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'ai un père qui était banquier et j'ai une mère qui était prof de sport. Vous allez voir ça, les chiens ne font pas des chats et donc j'ai grandi dans un environnement de classe sociale, on va dire plutôt moyenne plus, et je suis né à Paris et ensuite après. Je suis parti dans un tout petit village dans l'Ain où mon père a décidé de plaquer sa carrière de banquier pour être entrepreneur et il a racheté une toute petite boîte de 3 personnes qu'il a fait monter vraiment en puissance. Donc je viens d'un environnement où en fait on prend des risques, on aime le sport et avec une enfance plutôt sympathique parce que j'ai autant connu la grande ville, même si à 6 ans on se rappelle pas de tout, mais aussi connu des plus petits villages. Donc je suis j'ai eu pas mal de chance de ce côté-là. Ouais, 2 salles, 2 ambiances. Ouais, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, long story short, moi j'ai un amour fondamental pour les gens qui se font des cheveux blancs. Et donc je travaille avec des personnes, je suis coach, donc avec tout ce qui va autour du coaching, mais je coach des gens pour aller continuer à véhiculer cette flamme profonde en eux. Et en fait, l'être humain a été ultra productif, que ce soit sur la philosophie, que ce soit sur les méthodes plus New Age, mais de manière générale dans le développement de son être et pour le mettre au service de la société. Et moi, je joue ma partie là-dedans et j'aide les gens très ambitieux, qui prennent des risques sportifs, artistes, mais aussi entrepreneurs, et je les aide à passer à des caps et à des niveaux d'après. Et c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2016, on est en 2024. Donc c'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps maintenant. Voilà. Donc, j'ai plein de questions sur comment tu en es arrivé là. Ouais. Mais est-ce que tu peux un peu plus me parler de ton enfance? Quel enfant tu étais? Quel enfant j'étais? J'étais un enfant très curieux. Et c'est marrant parce que c'est une période où j'ai pas forcément énormément de souvenirs, mais je me souviens d'être un enfant très curieux et j'aimais jouer dehors. C'est vraiment un kiff chez moi, mais aussi qui suivait les règles. Et ça c'est un truc où voilà, les règles étaient les règles et vraiment j'étais élevé dans cette espèce de truc où on doit suivre énormément les règles. Ça c'est un truc d'affranchissement dont on pourra parler après, parce que les règles t'emmènent à avoir accès à plein de choses. Mais il y a ça et aussi par contre la curiosité. J'ai toujours adoré plein de sujets divers et variés. J'adorais regarder beaucoup de choses, mais toujours dans le faire. Et moi, ma curiosité, c'est toujours développée dans le faire. Donc voilà, d'après ce que je pense, le fantasme éthéré de ce que j'étais quand j'étais plus petit. Et tu rêvais de faire quoi à ce moment-là? Je peux pas dire que j'étais rêveur. Je peux te dire par contre que j'ai toujours été jaloux des gens qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. T'avais pas une passion prédominante? Non. Et ça a déjà toujours été une question métaphysique chez moi. Moi, j'ai pas de passion. Je connais plein de gens qui ont plein de passions. Et moi, j'ai pas de passion. Et ça a toujours été dans plein de périodes de ma vie où je me suis remis en question, ou même quand je me remettais pas en question. Ce mécanisme-là était là. Et par contre, il y a un truc que je sais, qui m'a été répété et que moi j'ai des grands souvenirs, c'est que j'ai appris à nager très jeune et j'ai toujours aimé l'eau. Et donc en fait, je peux pas dire que c'était une passion, mais en tout cas c'est un environnement dans lequel je me sentais bien. Mais tu savais pas ce que tu voulais faire pour plus tard? Non. Est-ce qu'on avait des ambitions pour toi? Je pense que mes parents, leur ambition était que je ne manque de rien. Et ça, c'est un atavisme familial qui émanait de la guerre, puisque j'ai 4 origines différentes, juste de mes grands-parents qui ont vécu la guerre. Et en fait, cette espèce de croyance autour de ça, et le but, c'était par les études,
aux grandes dames de mes parents, par les grandes études, pardon. Il y avait cette espèce d'envie d'absolu de manquer de rien, et c'était ça, les ambitions de mes parents. Pas tu vas faire ça, mais on espère que tu manqueras de rien. Et c'était en passant par les grandes études que tu allais manquer de rien. Selon mon père, oui. Oui. Selon beaucoup de familles d'immigrés. Carrément. Et surtout que j'ai un père qui avait démarré vraiment au bas de l'échelle de la banque et qui avait monté les échelons petit à petit pendant des années, des dizaines et des dizaines d'années. Et une mère, par contre, qui, elle, avait fait les études autour de ce qu'elle faisait, et elle était prof agrégée de sport. Donc après, derrière, on était dans d'autres sphères. Et en fait, cette espèce de mix m'a construit énormément. En fait, je suis un mélange de ça, et il y a un côté chez moi, prof. J'aime partager, j'aime dans tout ce que je vis, il y a ce côté de vouloir aller donner, et ça, je pense que je tiens ça de ma mère. Oui, tu avais ça depuis tout petit, Ouais, vu le schéma familial. carrément. Et est-ce que tu as fait des études, justement? Alors, j'ai foiré mon bac général. Parce que tu travaillais pas ou pour des J'ai difficultés? rien foutu. Ouais. Ça T'avais pas de motivation. En fait, il y a un mécanisme chez moi que je comprendrai beaucoup plus tard, mais dès que ça ne me plaît pas ou dès que ça ne me parle pas, je ne fais pas. Ou en tout cas, moi, j'ai toujours besoin de comprendre dans quoi ça s'intègre et pourquoi. En tout cas, dans mon mécanisme de fonctionnement. Et en fait, de par peur de manquer, mon père m'a envoyé faire le métier de maçon. Et donc, j'ai un bac professionnel en maçonnerie. Je peux te construire une maison, je peux te construire un escalier en béton. J'ai appris la maçonnerie de mes mains, donc je suis maçon. Donc, j'ai fait un bac pro en maçonnerie, tout en alternance derrière. Après, j'ai travaillé en tant que maçon. Et ensuite, après, il y avait une passerelle entre les meilleurs bacs pro de France et la suite. Et donc, j'ai continué là, je suis devenu conducteur de travaux en bâtiment. Donc, je faisais de la gestion de chantier tout corps d'état. Donc, j'ai un +2, si je dis pas de bêtises, en gestion de travaux. Et qu'est-ce que tu retiens de ces années de maçonnerie? Que j'ai un très grand respect pour les gens qui font ça. En fait, qu'il faut comprendre empathiquement toutes les personnes et toutes les typologies de métiers. Que c'était pas fait pour moi. Il y a des gens meilleurs que moi là-dedans, que ça ne me passionnait pas, mais que je l'ai fait avec cœur et avec beaucoup d'entrain. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et moi, le truc qui m'a toujours fasciné dans les travaux, c'est comment rendre un bâtiment à plusieurs millions d'euros en temps et en heure, parce qu'on essaye de le faire en heure, hein, c'est quand même un des buts. Et comment tu fais parler des gens qui ne parlent pas le même langage. Et je peux te prendre un architecte DPLG qui sort de grande école et qui, enfin, en fait, lui va avoir une vision d'ensemble avec un point de vue très artistique. Mais comment tu le fais redescendre face à un mec qui est dans sa pelle et qui est en train de gratter et de creuser et qui, lui, va parler au mètre? Et comment tu le fais parler au mec qui va faire la menuiserie extérieure et qui, lui, va parler au millimètre? Et comment tu mets ça en musique? Et moi, j'avais une espèce de passion qui était de comment comprendre empathiquement les différentes personnes en essayant de moins les juger, même si je suis maçon et que normalement, c'est les maçons qui font tout sur un chantier. Mais ce que je vais arriver à te dire par là, c'est comment tu comprends empathiquement leur culture et leur carte du monde, et comment tu fais pour essayer de rendre en temps et en heure, et comment tu mets ça en musique de la manière la plus harmonieuse possible. Et ça, c'est le truc qui m'a toujours fasciné dans les travaux, c'est comment tu peux être en capacité de le faire. Il y a des gens qui le faisaient beaucoup mieux que moi. Heureusement, maintenant que je continue pas à faire ça, parce que ça me passionnait pas totalement. Mais en tout cas, j'ai été très heureux d'apprendre ça, et l'entrepreneur que je suis remercie vraiment ce passage-là qui m'a été poussé par le parent, et j'embrasse ça même si c'était pas fait pour moi en tant que tel. Mais c'est à ce moment-là que tu commences à essayer de comprendre comment fonctionnent les gens. Ouais. En fait, moi, j'ai une croyance, c'est que tout est déjà là. En fait, ma croyance, elle est que beaucoup de gens se cherchent des choses dans la vie, pensent qu'un jour, elles vont avoir l'idée du siècle. Un jour, les gens vont penser que, tiens, sous prétexte qu'ils vont aller faire ce métier, ça va aller déclencher d'eux. Mais moi, en fait, ça a toujours été là. Par exemple, dans mes études. Tu parlais comment j'étais petit garçon, mais là, on va passer à l'étape juste au-dessus. En fait, j'ai toujours été délégué de ma classe de la 6e jusqu'à la fin de mes études. Même quand je me présentais pas. C'est pas pour dire j'ai été délégué de ma classe. Mais en fait, c'était Ça prouve déjà beaucoup là. de choses, C'était hein. un trait de Bien sûr. caractère Oui. qui était déjà présent chez moi. Et moi, je pense qu'il y a plein d'événements qu'on considère comme des non-événements, mais qui sont déjà
un de nos traits de caractère Bien sûr. et qu'il est important d'aller creuser. Et on parlait des travaux, moi, c'en était un. C'est-à-dire que ça m'amusait. J'étais pas très bon pour, t'imagines, 17 corps de métiers différents, j'étais pas très bon pour les aligner les uns avec les autres, pour les faire travailler de concert. Par contre, le jour où ils s'engueulaient, j'étais très très fort pour les mettre autour de la table, crever l'abcès, écouter, poser le truc, trouver une solution et aller. Et mon métier, c'est de trouver des solutions. Et mon métier d'aujourd'hui, c'est de trouver des solutions. Ça a toujours été un peu ancré chez moi, mais pas trouver des solutions et dire quoi faire, c'est aider la personne à trouver la solution dans sa logique et dans son langage et dans son vocabulaire et dans sa carte du monde. Et ça, c'est le truc qui m'a toujours amusé. Et c'est à ce moment-là que tu as la révélation et que tu te dis, je vais aller changer complètement pour tendre vers ce métier. J'aurais tellement aimé. Voilà. Parce que ça paraît si simple, mais non. J'aurais tellement aimé, mais la réponse est pas du tout, en fait. Je ne crois pas au déclic, je ne crois pas à ce truc-là, je ne crois pas aux gens qui vont aller élever des chefs dans le Larzac, parce que dans ces espèces de vérités et de clichés généraux, c'est comme le burn-out, c'est comme plein de sujets. En fait, t'as des événements qui sont là et qui arrivent continuellement. Elles arrivent de manière évanescente, sporadique, jusqu'au jour où un jour, elles arrivent de manière franche, brutale et frontale. Maintenant, ma question, elle est qu'il faut toujours attendre que ça arrive de manière franche, brutale et frontale? Moi, j'ai toujours attendu ça. Mais cependant, il y a peut-être des moments de sa vie où on peut peut-être un peu plus prendre le taureau par les cornes et avancer un petit peu plus par rapport à ça. Et ça, c'est cette prise de décision-là, moi, qui m'intéresse. Et alors, la prise de décision. C'est ça. Et alors, quelle est ta prise de décision? À quel moment tu te dis, je vais changer, je vais faire autre chose? Comme on vient de le dire, comme je viens de le dire, moi, c'est mon père monte cette boîte, on vit 15 ans dans l'un, je vois toutes les phases de la création d'une boîte qui est de ça ne marche pas, ça se développe pas ou peu, même si nos parents arrivent à ne pas nous le faire ressentir, ce qui est assez incroyable quand même. La boîte commence à décoller un petit peu, on commence à faire plein de choses diverses et variées, et en fait c'est à ce moment donné-là où je vois mon père omnipotent, qui prend beaucoup de décisions pour moi, parce que c'est son caractère, c'est sa manière d'être, et je vais pas faire une psychanalyse là-dessus. Je vais prendre le meilleur de tout ça, mais jusqu'au jour où, en fait, une maladie grave l'emporte. Il a un cancer du pancréas. Ça se termine en 6 mois. Et en fait, on se retrouve avec quelqu'un qui prend des décisions pour toi. Moi, j'ai 20 ans, c'est même à la date de mon anniversaire. Et là, tout se retourne en disant, OK, la seule personne qui faisait des choix, je n'ai jamais fait de choix personnel et tout ça, et pas de critique là-dedans. Mais ce truc-là m'envoie dans, OK, la tristesse m'emporte, la mélancolie m'emporte, et le seul truc que je trouve pour cautériser ça est l'alcool, les sorties, la fête. Pas dans les 20 ans mais dans l'excès total, et je sombre dans cette espèce d'excès. Je continue à avoir une vie, mais je sombre dans cette espèce d'excès, et donc c'est pas un déclic, c'est juste que je sombre petit à petit là-dedans. Et est-ce que tes proches te voient sombrer ou tu es seul face à Non, tout ça? comme un bon bonhomme qui se tient avec des bons patterns de soi fort. Non, j'en montre le moins possible. Et même si les gens s'en doutent, je suis tellement à vif que je suis sur je suis intouchable en tant que tel. Et toi, tu as conscience de ces failles à ce moment-là? Non. Moi, le seul truc que je recherche, c'est le court terme. En fait, le seul truc que je recherche, c'est comment je cautérise ça et que je ne me mette pas et que je ne m'assois pas en face de la tristesse. Et que je m'assois pas en face de ce truc-là en disant, OK, c'est ta vie maintenant, et je laisse passer le temps autour de ça. Donc en fait, je m'enferre petit à petit. Et l'alcool a un truc assez euphorisant que je trouve assez incroyable, mais qui à un moment donné, petit à petit, t'emmène à ne pas penser et pas te mettre en face de pourquoi tu as commencé à boire réellement. Va dans un PMU, va regarder les gens droit dans les yeux et regarde-toi et dis-toi si, en fait, même s'ils te prônent que l'alcool leur permet de se sentir mieux, ce qui est vrai à court terme, mais regarde-les droit dans les yeux et regarde ce qu'il y a comme émotion réelle derrière. C'est sûr. Et combien de temps tu vis cette phase? Elle dure 3 ans et demi, 4 ans. Donc pendant 3 ans et demi, 4 ans, tu bois et tu te voiles la face. Je fais ce que j'ai à faire, je fais mon job. Donc tu es toujours conducteur de travaux? Ouais, je fais mon job de conducteur de travaux. On me propose un CDI à l'époque.
Euh, et en fait, mon intuition me dit non. Donc je dis non, je prends pas de CDI et mon intuition me dit de faire mon sac et de partir voyager. Et en fait, j'emmène. Et on en voit beaucoup en voyage, hein, des gens qui veulent aller, moi le premier, et qui veulent aller fuir un peu leurs émotions. Tu penses que tu les as laissées à Paris, mais rien du tout. Tu les as laissées nulle part. Elles te prennent, elles sont là, elles te dorlotent, elles sont avec toi. Et t'as beau les emmener à 10 000 kilomètres, que tu dormes dans un hamac à Bali ou tu dormes au fin fond du Nigeria derrière, quand t'es avec ton émotion, t'es avec ton émotion. Ça T'as change beau pas. essayer de l'avoir emmenée à 6 000 bornes, elle reste là. Et tu avais déjà voyagé à ce moment-là? Peu, très peu. Et alors pourquoi tu prends cette décision? Pourquoi Parce, tout plaquer? parce que je pensais que c'était un des moyens les plus rapides, efficaces et efficients pour fuir mes émotions. Et que je pensais que ça allait m'aider à solutionner ça. On en voit beaucoup dans les backpacks, des mecs Beaucoup. déprimés. On en voit beaucoup. En fait, on voit une espèce de partie du voyage, comme quoi le voyage est incroyable. Mais en fait, je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste que on est la même personne. Après, on peut se reconstruire de manière différente en voyageant. Mais cependant, l'état émotionnel dans lequel tu es, mis par plein d'intrants, mais l'état émotionnel dans lequel tu es te suit quoi qu'il arrive. Et moi, je pensais que voyager allait me permettre de ne pas y aller. Et est-ce que c'est pas justement plus compliqué parce que d'un coup tu as plus de cadre, tu fais ce que tu veux, tu es seul face à tes émotions. Et est-ce que tu sombres pas encore plus à cette période? Il est plus facile à l'autre bout du monde. Non, je sonde pas plus, mais c'est encore une belle manière de repousser. Donc, parce que comme il y a plus de cadre, en fait, j'ai pas besoin de montrer, face aux d'autres personnes, je peux donner le change. Je peux être souriant, je peux être gentil, je peux voyager, je peux rencontrer des gens one shot, ou comme je peux être avec des gens pendant 6 mois. C'est incroyable, c'est trop bien, c'est trop cool. Mais le soir, quand je m'endors, c'est encore là, c'est présent, c'est tenace, ça te colle. Mais sauf que la journée, t'es pas obligé de montrer ça. Donc en fait, pour moi, c'était une manière de fuir comme l'alcool. En fait, j'ai pris ça comme une manière de fuir. Mais les nuits étaient un peu moins marrantes. Qu'est-ce que tu fais Enfin, je pendant ce buvais encore. voyage? Mon but de ce voyage était de vivre pour une fois dans ma vie sans avoir d'objectif. C'était de voyager. Voyager pour voyager. Donc, je me laisse porter par mes rencontres. Donc, je commence comme un bon, parce qu'aujourd'hui, ça paraît normal. Même encore il y a 10 ans, ça paraissait un peu normal, mais maintenant, j'ai pris un bon vieux PVT pour aller en Océanie, et j'ai fait l'Australie. Il n'y avait pas encore beaucoup de Français, hein. Là, on parle d'un truc où c'était il y a même 12 ans maintenant. Oui, Euh, c'était les tout débuts. ouais, c'était les débuts des PVT, mais ça existait déjà, les Working Oui, oui. Holiday Visa et tout ça. Et après, je me suis amusé à voyager partout, tout autour. Par contre, mon seul objectif, c'était d'essayer de payer un maximum mon voyage. Donc, de travailler le plus possible dans tous les pays dans lesquels j'allais. Qu'est-ce que tu ressens parce que c'est la première fois que tu prends réellement des décisions pour toi? Ouais, c'est Comment tu te incroyable. sens face à C'est ça? grisant, c'est galvanisant, c'est flippant, c'est un espèce de mélange. Tu te sens vivant. Tu sens cette espèce de sensation de dire, OK, je prends des décisions pour moi et je fais des choses pour moi. Il y a un côté ultra galvanisant et ultra kiffant là-dedans. Et d'un autre côté, ce n'est pas que la carte postale, Instagram qui peut y avoir derrière. C'est de dormir dans les aéroports, c'est de pas savoir où dormir. Je me suis fait pris des coups de pression par des types dans des endroits bizarres. En fait, il n'y a pas que, ouais, il y a pas que l'aspect du voyage de dire, Bien sûr. regarde comme c'est suffisamment incroyable et tu vas voir 3 photos qui ne sont qu'un endroit, un instant T. Il y a tout ce qu'il y a autour qui est aussi tout aussi intéressant. Comment ton voyage évolue? Comment tu évolues personnellement à travers ce voyage? Hmm. En fait, je rencontre plein de gens différents qui ont plein d'histoires différentes et ça me permet de relativiser un petit peu sur ce qui est en train de se passer. Ça me permet de relativiser sur le fait que je me sens perdu et que j'ai aussi perdu l'un des cadres de ma vie. Mais d'un autre côté, ça m'apporte pas de réponse. En fait, on voit toujours le voyage comme un truc genre manche prix M, de trucs incroyables où tu vas faire des rencontres de ouf. Mais
En fait, ça dépend ta capacité à aller te mettre dans des systèmes différents du tien pour aller te challenger. Tu peux très bien aller à l'autre bout du monde, dans un pays complètement différent et rester, bon, j'avais pas le budget, mais de rester dans un Hilton qui sera exactement le même que celui que t'as été, dans lequel tu as été en France, que tu as été je sais pas, moi, en Amérique du Sud et autres. En fait, c'est le voyage est intrinsèquement intéressant à ta capacité à aller te mettre dans un autre écosystème que le tien. Et moi, je l'ai pas fait tant que ça, si je suis complètement honnête. C'est que j'ai une tendance à rester avec des gens que je connaissais, en tout cas qui me rassuraient, et de pas être assez allé dans d'autres cultures. Et en fait, je peux pas dire, oui, j'ai voyagé, j'ai changé de localisation. Mais est-ce que je suis allé visiter, voyager, être allé avec d'autres cultures, par exemple, ne serait-ce qu'en Océanie et avec d'autres cultures qui sont moins connues, mais quand j'étais à Uluru, j'ai vu Uluru, c'était trop beau, les pierres étaient incroyables, mais est-ce que je suis allé vraiment m'immerger dans les cultures autour et qui avaient ça, tu vois, tout le décorum spirituel qu'il y avait autour? La réponse est non. Donc, j'ai adoré. Ça m'a permis de me brasser avec plein d'autres cultures, mais je les ai juste effleurées. Et mon grand regret de ce voyage-là n'a pas été d'être allé un peu plus en profondeur là-dedans. Grand regret, c'est relatif. Les remords plus que des regrets. Mais j'aurais aimé peut-être aller un petit peu plus en profondeur là-dedans. Et j'ai adoré me créer ce moment-là. Attention. Oui, parce que c'était une décision que tu avais prise. Bien sûr. C'était la première grande décision que tu prenais. Grave. Le voyage est incroyable. Après, on peut très vite rester dans les mêmes travers. C'est sûr. Et combien de temps dure ce voyage? Moi, il a duré 2 années, 2 petites années. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu décides que ce voyage prend fin? Il n'y avait pas de but. En fait, errer sans but, ça me saoule. T'arrivais pas à mettre un objectif à ce voyage? Ouais. Ouais, apprendre l'anglais, ouais, rencontrer des gens, ouais. Mais pour moi, c'était un but, c'était pas un but en tant que tel. J'apportais pas de valeur, j'avais pas, tu vois, et jusqu'au jour où je me dis, OK, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, j'ai plus d'argent. Je reviens bronzé comme c'est pas possible, avec un grand smile. J'ai vécu dans plein de pays. J'ai voyagé en Asie, j'ai fait une grande partie de l'Océanie. J'ai vécu plein de choses, plein de belles choses là-bas. Je rentre en France, je pose mon CV parce que je suis quand même conducteur de travaux, même si je sais que ça me plaît plus, mais il faut que je rentre un peu de cash parce que j'ai plus rien sur mon compte en banque, parce que je l'ai bu. Et je rentre en France et je décide de venir travailler. Et je fais de la conduite de travaux ici sur Paris. D'ailleurs, à quelques mètres de là, j'ai mon appartement dans le 17e arrondissement de là où on est. T'es dans quel état d'esprit quand tu rentres? Je suis encore alcoolique. Je suis bronzé. Ça on peut pas l'enlever. J'ai appris plein de trucs. Je parle anglais. J'ai rencontré plein de gens divers et variés. C'est trop cool. Mais sauf que je suis perdu. Il n'y a pas de sens dans ce que je fais. Mais je viens parce qu'il faut le faire. Et donc, je suis dans un espèce d'appartement, d'ailleurs, au rez-de-chaussée comme ici, où c'est un cendrier géant et que je sors faire la fête tous les soirs avec mes potes pour continuer à cautériser cette tristesse que je ne veux voir. Et par contre, je prends des jobs de conduite de travaux et je fais des 6 mois. 6 mois, je me fais virer. L'autre 6 mois, je regarde, ça me plaît pas. Un autre 6 mois, je retourne et pourtant je fais des trucs à caractère social ou des trucs dans l'ultra luxe. En fait, je me cherche pour savoir si c'est vraiment là-dedans. Mais au bout de 6 mois, je regarde tout ça et je fais, mais en fait, c'est pas moi. Je commence à prendre la décision de me dire, OK, soit tu vas dans le mur et tu vas finir dans un bar PMU, soit, je remercie ma sœur, ou soit tu commences à essayer d'imaginer un semblant de vie où tu as un peu de contrôle dans le bon sens du terme, mais tu as un peu de contrôle dans la direction dans laquelle tu vas et tu te fais pas balloter comme une feuille morte. Et à ce moment-là, tu ne te faisais pas aider? Non. Tu voulais pas? Pourquoi faire? Ouais, c'était ça. Et tu avais conscience quand même du problème? Ouais, j'avais conscience. L'alcool est une aide en fait. Si, je me faisais aider. Oui. Faire la fête. D'une autre manière. Bah oui, mais oui, en fait, pour moi, l'aide est celui-ci. C'était que ça te faisait oublier. Et puis, j'ai un driver de l'homme avec un petit H. Pourquoi se faire aider? Les émotions, ça sert à quoi?
Enfin, euh, en fait, on en vient à un truc de, ok, mais on ravale ça, ça fait partie de l'homme en tant que tel. Il doit pas montrer qu'il est triste, il doit pas montrer ce genre de choses. Et donc, en fait, j'étais dans cette espèce de, c'est pas une caricature, c'est la vérité. C'était Parce que tu as été élevé dans ce modèle. bien sûr, ouais, Donc tu reproduisais ce que tu avais toujours vu. complètement. Un homme ne montre pas ses émotions, un homme ne montre pas, ne va pas dans ses émotions, un homme ne parle pas de ce qu'il travaille. C'est des patterns, c'est un pattern de soi fort. Et c'est pas grave en soi, mais en tout Oui. cas, c'est le pattern dans lequel j'ai été élevé, mais même inconsciemment, de soi fort. Et comment ça se passe quand tu décides de faire autrement? J'ai une grande sœur qui vient me voir un jour, qui est dans cet appart, et me regarde et me fait, Grégor, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans dans ce qui est en train de se passer, dans ce que je vois, dans qui t'es, dans le garçon que t'es. Il y a un truc qui va pas et elle me tend un livre de développement personnel, celui de Tony Robbins, qui est Pouvoir illimité. Elle me regarde, fais-moi, lis ça, ça m'a aidé. Et regarde. Ni que ça ne sert strictement rien. C'est un livre que j'ai lu en quelques jours et, euh, et qui commence à me faire comprendre que j'ai des émotions, qu'elles font partie de moi et que j'ai envie d'essayer d'aller comprendre. Et à ce moment donné-là, je suis dans un espèce de désert total. Je suis dans un désert affectif. Je suis dans un désert intellectuel. Je me sens nul, con, débile, parce qu'en plus je me suis fait virer de boulot. Et comme le travail dans la famille et dans ma famille, c'est quelque chose d'ultra valorisant, je me suis fait virer de ses propres boulots. Je me sens comme un espèce de pestiféré. Et je me suis dit, Grégor, faut peut-être que tu commences à réfléchir et à voir les choses un peu différemment. Donc, je commence à essayer d'aller regarder où est-ce que voilà, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Parce que mine de rien, il y a des choses à faire de ça. Et Et donc, c'est pas un déclic, mais c'est au moins ça. c'est plus ou moins un déclic. C'est ta sœur qui est venue quand même avec ce livre et qui t'a mis face à des vérités que tu ne voulais pas voir. Ouais, bien sûr. Elle m'a juste dit, enfin, ouais, soit tu vas au PMU, et ok, so what? Soit tu décides d'essayer de faire les choses un peu différemment. Parce que ta famille était assez impuissante face à tout ce qui t'arrivait. Mais ma famille, ils le voyait pas. Ouais, t'arrivais à cacher Ouais, tout mais ce que tu même, vivais. déjà, je vivais autre part. C'est vrai. Déjà, j'ai voyagé autre part. Enfin, moi, j'ai une grande sœur qui a fait la route de la soie toute seule. Enfin, en fait, on était chacun de notre côté et quand on se voyait, on se parlait pas de ce genre de choses. Non. Bah non, puisqu'on montre pas ses Bien émotions et sûr. qu'on se dit pas les choses. Et même au-delà de ça, tu vois, t'as pas, enfin, il y a une question de vulnérabilité là-dedans. Et jusqu'au jour, et en fait, j'ai toujours eu cette espèce de sparring avec ma sœur. Et ce truc-là, elle me tend ce livre. Et à un moment donné, chez Tony Robbins, c'est un truc que je travaille avec mes clients. Euh, il y a un truc où tu marques tout ce que tu rêves de faire, tout ce que tu rêves d'avoir, tout ce que tu rêves de donner. Et, 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 et en fait, juste un peu comme un enfant, tu essayes de commencer à aller marquer tous ces trucs-là. Et ça m'a donné l'envie et l'espoir de me dire, OK, il peut y avoir une autre vie que celle de la désolation. Parce qu'en fait, moi, j'étais pas heureux d'en faire la fête avec mes potes. Je Ouais. m'en foutais totalement parce que, enfin, tu vois, il y a plein de trucs. J'adore tout ce que j'ai fait, je me suis bien marré, j'ai fait plein de choses, j'ai testé plein de choses diverses et variées, mais c'était pas moi. T'arrivais quand même à écrire tes rêves. Parce qu'autant petit, t'en avais pas forcément, mais à ce moment-là, t'en avais. Je peux pas dire que c'était un rêve, mais au moins, à ce que j'ai envie de faire, d'avoir, d'être et de donner. Donc c'était pas forcément un rêve pour un rêve, parce que moi j'ai toujours vu le rêve comme un truc un peu fantasmagorique de, ah je sais, moi j'étais jaloux d'un de mes potes, Stéphane, si tu m'entends, euh, qui s'est dit, moi je veux être pompier de Paris. Je trouvais ça génial, je trouvais ça incroyable, il y avait un côté de care, il y avait un côté que je trouvais ça, tu sais, je trouvais ça fort. Moi j'avais pas ce truc-là. Ok. Donc c'était pas ma manière de fonctionner, et c'était pas ma manière de penser, et c'était pas ma manière empirique de penser. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Les premières étapes de ce changement, c'est lesquelles? De passer de la vie à la survie. En fait, de voir mon rapport à la santé. Et donc, ça a été d'arrêter de fumer. Et donc, ça a été d'arrêter de boire. Seule. En fait, là, je te dis ça, c'est beau, dit comme ça. Mais en fait, pas du tout. C'est juste mon travail au rapport à la santé.
Mais c'est encore maintenant un travail de tous les jours. En fait, j'ai commencé, par exemple, j'ai commencé à arrêter la cigarette. C'est la première chose que j'ai voulu faire. Ben, j'ai commencé à étudier. Et donc, j'ai commencé à aller prendre des livres. J'ai commencé à aller demander à des gens autour de moi comment ils ont arrêté de fumer, c'était quoi leur rapport. J'ai regardé ce qu'il y avait dans l'inconscient collectif. En fait, j'ai commencé à essayer d'aller regarder le narratif. On est des êtres d'histoire. Je suis un être d'histoire. Tu es un être d'histoire. On se raconte des histoires sur tout ce qui est en train de se passer. Tu te racontes une histoire sur la couleur de cet endroit, on se raconte des histoires de partout et tout le temps. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre mon histoire sur la cigarette et commencer à la comparer à d'autres histoires. Et c'est comme ça qu'est né en fait, je veux arrêter de fumer et avoir une vie beaucoup plus saine pour moi. Pas pour les autres, pas pour ce que dégagent les autres, pas pour les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qui est plus sain pour moi? Et qu'est-ce que tu comprends sur toi à ce moment-là? En fait, je n'ai qu'un corps, que c'est beau de l'écouter, qu'il y a des émotions à aller regarder, que en plus de mes émotions, il y a les émotions des gens autour de moi, qu'en plus des émotions des gens autour de moi, il y a les émotions de l'écosystème dans lequel je vis et que je suis interdépendant avec ce qui est en train de se passer. Et donc, en fait, au lieu de dire, OK, j'arrête la cigarette, et en fait, si tu lis tout ce qu'il y a d'inconscient, la cigarette va te faire grossir parce qu'il faut la compenser par autre chose, et X, Y. En fait, la vraie question dans l'histoire, c'est pourquoi tu fumes? Qu'est-ce que t'apporte la cigarette? Bah, moi, je fumais pour me féliciter. OK. Pourquoi tu as besoin de te féliciter? Bah, parce que j'avais besoin de reconnaissance. OK. Donc, tu as besoin de reconnaissance. Donc, tu as utilisé la cigarette pour le faire. OK. Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui, toi, concrètement, de te sentir et avoir plus de reconnaissance? Et qu'est-ce que tu peux commencer à mettre en place qui est moins délétère pour ta santé pour avoir plus de reconnaissance? Tiens, sortir à l'extérieur et aller dans la nature et aller respirer à ce moment donné-là. En fait, quand tu comprends que physiologiquement, la nicotine part en 2 jours, psychologiquement, la cigarette part en 3 semaines, t'es plus en train de dire « je suis un ex-fumeur ». C'est quel nouveau narratif je peux me raconter autour de ça. Et c'est le truc qui me passionne le plus. Ça paraît ultra technique ce que je suis en train de dire, mais en fait, on est des êtres d'histoire, donc c'est intéressant d'aller regarder ce qu'on a monté comme comportement. Je l'ai fait avec la cigarette, ce qui m'a permis de commencer à reprendre ma santé en main. Je l'ai fait avec l'alcool. Quel narratif on a autour de ça? Quel narratif il y a eu dans ma famille? Quel narratif je l'ai eu autour de moi? Et en fait, tu te passionnes pour ces sujets. Ouais. Toi qui, jusqu'à maintenant, n'avais pas eu vraiment de passion. Et qui n'est qu'un simple maçon. Et qui, en fait, n'a jamais fait d'exercice intellectuel, alors que c'est là où j'ai toujours excellé et c'est ce qui m'amusait réellement. J'ai commencé à me renutrir intellectuellement parlant. Et en fait, le désert dans lequel j'étais, comme dans le film Wall-E, il y a une petite herbe qui a commencé à pousser. Et il y en a une autre. Et il y en a une autre. Et en fait, j'ai commencé à sortir OK, comment je me sors de ce narratif en fait, t'es déprimé, t'es dépressif, et je vais même aller plus loin. Je suis un slave. J'ai des origines slaves. Excuse-moi, quand tu regardes les Slaves, c'est pas le peuple le plus heureux du monde. Et d'ailleurs, il y a un terme, je te ferai pas l'affront de le dire, mais il y a un terme slave qui traduit cette espèce de tristesse qui existe. Et donc, il y a une espèce de narratif épigénétique pour certains, transgénérationnel pour d'autres, atavisme familial littérairement parlant, où en fait on se passe ce truc-là. Et moi, quand je regardais dans les yeux de mes grands-parents, je voyais ce truc-là, je voyais cette espèce de tristesse. Et en fait, je me suis toujours dit, inventer le narratif, que sous prétexte que je suis slave et que toute ma génération de slaves, de X, et en plus je ne le suis pas que, je m'étais inventé ce truc-là. Et en fait, c'est fou parce que tu commences à aller creuser sur des trucs familiaux où tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on se dit dans l'inconscient et qu'est-ce qui s'y passe? Et moi, ça commence à me fasciner. Tu vois, je pars un peu en couille là-dessus, mais c'est vraiment ce truc qui commence à aller tirer. C'est pas juste aller boire de l'alcool qui m'intéresse. C'est en fait quel mécanisme j'ai monté et quel comportement j'ai qui est délétère pour moi et si je le continue va m'emmener entre 4 planches. Et c'est surtout comment je peux transformer cette histoire-là. Et c'est ça qui va en fait être le fil conducteur de ma vie. Là, je t'en parle assez facilement, mais en fait, c'est 4, 5, 6, 7 ans où tu vois, je lis, où des fois je rejette le truc et je le reprends. Aujourd'hui, je suis non-fumeur. Je fumais un paquet de clopes par jour. Tu peux être considéré comme un gros fumeur. Non, je suis non-fumeur. J'ai été fumeur. Maintenant, plus du tout. Je n'ai plus besoin de me récompenser en fumant une cigarette.
À cette période de ta vie, quand tu commences à comprendre tout ça, comment tu réagis? Comment tu décides de changer un peu ta vie? De la fameuse liste dont on est en train de parler, j'en prends 2 et je me demande comment je peux aller travailler dedans. Qu'est-ce que je peux aller faire? Donc là, on a parlé de la cigarette. Donc là, on passe de la survie à la vie. Donc on passe de comment je reprends possession de mon corps et ensuite on pousse les mécanismes d'après. Parce que au-delà du choc émotionnel qu'on va tous vivre, qui est le choc du deuil, j'ai eu une chance comme une malchance assez incroyable, parce que là on a parlé de mon père, mais à l'âge de 8 ans, je perds mon oncle d'une crise cardiaque devant moi. Moi, ce truc-là m'a fait très vite comprendre qu'on était mortel et qu'en fait, il y a un espèce de mécanisme, et je me suis longtemps mis des œillères autour de ça. Et donc, tu comprends le mécanisme de en fait, c'est triste, oh, il y a la mort, oh, il y a machin, oh, il y a ci. Moi, c'était ma manière de réagir. Il y en a d'autres qui ont réagi d'une manière, ah ouais, en fait, la vie, il faut que je la bouffe tout de suite, il faut machin. Non, non. Moi, c'était plutôt, ah, la tristesse, ah ouais, la vie peut être comme ça, ah, je suis Calimero, ah, je suis une victime. Oui, puisque la tristesse faisait partie aussi de ton environnement. Carrément. Donc, tu restais dedans. Grave. Moi, je comprends pas la colère. Je suis pas colérique. Par contre, j'ai une tendance à la tristesse. Et je sais que c'est un red flag pour moi. Quand je sens que je commence à m'emmener à la tristesse, à aller dans ce truc un peu slave de l'histoire que je me raconte autour de ça, c'est qu'il y a un truc qu'il faut aller voir. Et dans mon jargon de coach, ça s'appelle le inner home emotion. On a une émotion primaire qui est plus présente chez les différents êtres humains. Et pour aller à ton histoire là-dessus, en fait, le truc, c'est que je prends cette liste, je passe de la vie à la survie, et dans ma liste, il y a entreprendre. Et j'ai vu mon père entreprendre, et j'ai vu ce truc-là de ce qu'était entreprendre. Et en fait, c'est là où je pars de Paris, je me fais virer de plusieurs jobs, je me rends compte que ça fait plus sens, et j'ai l'opportunité de rentrer à l'incubateur de l'EM Lyon par un projet, ça se fait pas. Et en fait, en fin de compte, je décide de monter mon premier projet et ma première action entrepreneuriale. Et c'est quoi ce premier projet? Et ce premier projet, c'est comment moi, maçon, conducteur de train avant un bâtiment, j'ai vu ma grand-mère tomber dans son logement et je me suis dit comment je pouvais adapter correctement le logement des seniors en situation de dépendance. Et en fait, le sujet était de comment trouver des solutions de valeur pour que la personne reste le plus longtemps chez elle. Et donc, on a développé une solution de diagnostic avec un ergothérapeute et moi avec la vision bâtiment. Le but était d'aider et de développer un réseau de diagnostiqueurs, d'anciens pompiers, d'anciennes personnes de service à la personne, en fait, qui allaient aller chez les gens, chez les seniors, pour les assureurs, les mutuelles, les caisses d'assurance de retraite, pour aller les aider à trouver le plus de solutions en termes préventifs, voire même un peu curatifs, pour que les gens restent le plus longtemps chez eux. Donc il y avait un aspect très économie sociale et solidaire dans ce qu'on était en train de développer. J'ai levé de l'argent autour de moi et j'ai développé cette activité, cette idée-là entrepreneurialement parlant. Et t'as fait tout ça seul? J'ai entrepris seul, mais j'ai monté une équipe autour de moi. Comment tu te sentais? Parce que là, c'est la première fois que tu entreprends, tu prends cette grande décision, tout est nouveau, parce que c'est pas ce que tu savais faire à la base. Comment tu le vis? Pour moi, il n'y a pas de différence entre être conducteur de travaux et en fait entrepreneur. T'entends souvent dans le milieu de l'entrepreneuriat, se prendre des risques, c'est prendre des risques. Non, c'est pas prendre des risques. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont qui sont à la BRI, par exemple. Donc, qui vont faire des assauts face à des gens qui veulent les tuer réellement et concrètement. Ça s'appelle prendre des risques. Il y a quand même une mesure, d'un moment donné, d'aller prendre une idée, d'aller le développer dans un écosystème assez confortable et de pouvoir aller le développer. En fait, moi, mon délire, ce qui m'amusait, c'était moi, mon délire entrepreneurial, c'est pour ça, c'est d'avoir de l'impact, de l'impact positif, c'est d'aller vendre quelque chose qui va permettre d'avoir de la valeur ajoutée pour la personne qui va aller acheter tout ou partie du produit ou du service que je suis en train de monter. Là, c'était un diagnostic et il y avait un besoin fondamental à faire. Donc en fait, tout était au vert pour nous dire qu'il y avait un marché, il y avait un besoin. Et moi, j'étais allé voir plus d'une centaine de seniors. Je suis allé voir tous les grands-parents de mes potes. Je suis allé voir toutes les personnes pour aller discuter du sujet du vieillissement. Et moi, quand je prends un projet entrepreneurial ou un sujet entrepreneurial, j'adore aller voir l'histoire. J'adore aller voir ce qui s'est passé avant.
Parce qu'il y a forcément des gens plus intelligents que moi qui ont essayé des choses, et il y a forcément des gens philosophiquement, il y a 2000, 3000, 4000 ans avant moi, qui ont répondu au problème sur lequel je suis en train d'aller. Et donc, ça m'a permis d'aller toucher aussi mon rapport à la mort, mon rapport au vieillissement de la population, mon rapport au propre vieillissement de mes parents, de mes grands-parents, et en fait, de savoir comment je pouvais aller emmener une idée et y aller emmener une solution derrière. Et qu'est-ce que tu découvres sur toi quand tu montes ce projet et que tu vas un peu chercher des réponses? La société dans laquelle on vit, nous, pour se rencontrer le plus rapidement possible, pour moi, il y a 2 manières. Soit s'il y a l'aventure, donc se lancer un défi, soit il y a l'entrepreneuriat. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un levier où ça va t'emmener à ton rapport au pouvoir. Ça va t'emmener à ton rapport à la domination de marché, à ton envie, à ton ambition que tu vas aller mettre derrière. Ça t'emmène aussi à tes propres failles, euh, à tes propres histoires. Qu'est-ce que tu te racontes autour de l'argent? Qu'est-ce que tu te racontes autour de la réussite? C'est quoi la réussite pour toi? Et donc, je trouve que entreprendre est vraiment un acte est pour moi l'un des véhicules les plus intéressants pour te comprendre personnellement, et en plus pour aller développer quelque chose en espérant que ça puisse aller fonctionner, parce qu'il y a une grande chance que ça ne marche pas. Et dans la fameuse liste du fer dont on était en train de parler, et je pense qu'on va parler d'autres sportifs beaucoup plus poussés après derrière, mais c'est vraiment celui-ci. Pour moi, c'était vraiment d'entreprendre quelque chose qui allait avoir de l'impact. Et comme je voulais sauver les bébés phoques et sauver la planète, moi, sauver les vieux, il y avait un truc chez moi qui était assez puissant là-dedans, et ça me drivait. C'est pour ça que j'ai gagné plein de prix entrepreneuriaux, parce que les gens, ils voyaient une forme de fougue au fond de moi pour aller répondre absolument à ce truc-là. Et c'était quoi ta vision de la réussite pure à ce moment-là? Moi, je sais pas faire quelque chose si je suis pas premier. Pas premier au sens, je dois être premier pour écraser les autres. Coucou la croyance. Mais être premier au sens de, putain, fais quelque... En fait, j'ai toujours fait les choses... En fait, c'était un acte, c'était un antidote à la médiocrité. Donc, si tu entreprends quelque chose, bordel, fais-le vraiment. Fais-le vraiment. Fais-le avec panache. Et donc, pour moi, l'aspect de la réussite, c'est d'être dominant sur son marché, dominant dans tous les sens de la domination, du côté sombre au côté brillant du truc. Et c'est comment tu l'emmènes pour, tu vois, le mettre au service de... C'est pour ça que, par exemple, je comprends le sujet qui est autour de Paul Watson en ce moment. C'est parce qu'en fait, on a des personnes qui, à vouloir résoudre quelque chose, vont aller jusqu'à dans des extrêmes. En fait, je comprends ces extrêmes. Moi, des fois, j'ai tendance à y aller. Et en vieillissant un peu, je commence à être plus mesuré. Mais je suis capable d'aller dans les côtés les plus brillants, comme du côté le plus peaceful possible. Et en fait, c'est ce truc-là. Et donc, pour moi, la réussite, elle passe par fais quelque chose, peu importe le résultat, mais essaye d'être premier et fais-le avec panache. Mais essaye d'être premier dans le sens premier. Et t'as réussi à être premier? Moi, j'ai réussi à être premier du foirage, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais être plus intelligent que mon marché. C'est faux. Je pensais être plus intelligent que d'autres qui ont essayé avant moi. C'est faux. Enfin, c'est vrai. Enfin non, je suis pas plus intelligent, c'était ça que je voulais dire. Et d'un autre côté, je regrette pas. Parce qu'en fait, ce que j'adore en early entrepreneur, c'est cette espèce de fougue, de croyance que tout est possible. Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais retrouvé dans la création de mes autres structures. Et ce que j'ai appris, c'est que teste le plus rapidement possible et regarde si ça marche ou pas. Mais par contre, tu n'es pas ton résultat. Ouais, c'est le plus dur, de se détacher de ce qu'on va faire. Tu n'es pas ton résultat. Et donc, et en fait, la première chose, j'ai mis tellement de cœur dans ma boîte, et c'est pour ça que je plains les gens qui remportent et qui gagnent à leur première boîte avec des réussites insolentes. C'est-à-dire que, en fait, ta boîte devient ton identité, et ton identité est intrinsèquement liée à ton résultat. Comme je dis tout à l'heure, dès que j'ai levé de l'argent, j'ai développé cette boîte, on a commencé à faire un peu de chiffre d'affaires, on avait signé des beaux partenariats avec des majors dans l'assurance, on voyait le truc, tout était ouvert, sauf que j'avais des grosses œillères. Et je me suis planté, et ça c'est une vraie réflexion là-dessus, c'est prendre sa putain de responsabilité, et mon mot est pesé.
C'est que, en fait, je me suis pas rendu compte que le vieillissement, c'est l'antichambre de la mort et que personne n'a envie de parler de son vieillissement. Personne. Et j'en ai découvert que tout le monde se voit 10 ans de moins. C'est vrai. Et donc, si tu te vois 10 ans de moins, quand tu as 77 ans ou 87 ans, et si tu te vois toujours 10 ans de moins, pourquoi? Pourquoi réfléchir à quelque chose qui est de ton 10 ans fictif et qu'en fait, de voir la réalité de ce qui est en train de se passer. Tu vois moins bien. Tu marches moins bien. Physiquement, si tu n'as pas fait les bons choix pour ta santé, ça va. On n'est pas tous égaux, mais on peut quand même mettre quand même pas mal d'études qui montrent que tu peux quand même mettre un peu plus de chances de ton côté de vieillir avec un peu moins de problèmes de santé, même si on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça. Et en fait, je me suis planté sur pensant que tout le monde était d'accord. J'ai gagné des prix entrepreneuriaux de partout. Tout le monde trouvait ça incroyable parce que j'étais très très fort pour connecter les gens dans l'histoire et dans l'histoire de leurs parents et de leurs grands-parents. Mais j'étais un peu moins bon pour rentrer du chiffre d'affaires et que en fait le marché était déjà saturé par de la solution produit et non de la solution de service. Et tu achètes ces produits et ces services à partir du moment donné où tu t'es fait le col du fémur. Dans les 10 jours qui arrivent, il y a les aidants familiaux ou toi-même qui va aller à la recherche de solutions. Tu vas pas aller faire venir un type comme moi qui va faire de la prévention et te dire que tu dois aller mettre la cocotte en bas et X ou Y parce qu'en fait, t'as pas envie de te voir vieillir. Ouais. Et moi, le premier. Et donc, égotiquement, tous les prix entrepreneuriaux, tous ces trucs-là, tous ces délires-là, n'en ont pas fait une boîte pérenne. Et donc, à un moment donné, il a fallu soit je vais me battre sur le marché d'aller vendre des salles de bain, T'aurais pu. ou soit je débranche. Je préférais débrancher. Et qu'est-ce que tu fais après? Je pleure. Je reprends tout mon sac à dos de « Ah, je suis slave. Oh, c'est la tristesse. Oh, je suis une victime. Ah, j'ai pas été bon. Ah, ma boîte. Comme ma boîte n'a pas marché, je suis vraiment trop nul. » Enfin, tu vois, Tu retombes dans les mêmes schémas. On est en train de parler quand même d'un truc, enfin, je t'en parlais comme ça, c'est un truc qui a duré 3 ans. Hein. C'est 3 ans de ma vie où je mets 95% de mon temps. Tout est ça s'appelait NGO Aménagement, tout est NGO Aménagement, toute ma boîte, toute ma vie tourne autour de ça, tous mes potes sont entrepreneurs, enfin, tout est là. Oui. Alors quand tu perds tout ça, Qu'est-ce qu'on fait? c'est C'est ça la vraie question. Parce que là, le vide, il est énorme à ce moment-là. Le vide était énorme. Et donc, moi qui ai une tendance à la tristesse, tada, bonjour tristesse. De nouveau. Et donc, la tristesse revient, la mélancolie revient, j'ai des dettes, j'ai 40 000 balles, parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Mais ok, mais vas-y, viens, on parle de 40 000 balles de dettes et de ce qui se passe. Je suis allé demander de l'argent à la famille pour m'aider à payer certaines de mes dettes. En fait, je suis allé faire et j'ai la chance d'avoir ce filet de sécurité. Et merci à eux, et je les en remercierai ad vitam aeternam, même si tu vas aller y mettre de la psychologie autour de l'argent. Enfin, tu vois. Et en fait, je me retrouve dans ce système-là. J'ai adoré entreprendre et je veux absolument réentreprendre. Et là, je repars dans un projet où je veux absolument devenir entrepreneur. Donc, je rentre dans un collectif d'entrepreneurs qui travaille sur la connectivité des véhicules. Là, je vais y aller très vite. On part, on lève de l'argent, on s'endosse à un gros faiseur de pneus français. Il y a plein de trucs, il y a de la politique, il y a plein de trucs qui est mis en compte là-dessus. Et au bout d'un moment, je me rends compte qu'on n'a pas les mêmes valeurs, pas les mêmes envies. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais on n'a pas les mêmes envies. Mais je voulais tellement être entrepreneur que je continue à avoir des dettes, je recave de l'argent dans cette histoire, je réaccélère et je me mets à bosser pendant un an et demi comme un fou avec eux pour aller développer la boîte. On lève de l'argent, on développe et un jour, mon corps est en train de me dire « Mais Grégor, c'est pas ça que tu as envie de faire de ta vie ». Et donc, je réarrête cette boîte, ça se passe très très mal. Et comme j'ai fait plein d'apprentissages, et en fait, je décide de prendre une mission pour aller monter une boîte pour un gros groupe d'électricité française. Je prends une mission de freelance et on crée une entité qui travaille sur la dynamisation des centres-villes, qui aujourd'hui est une véritable entreprise chez eux qui s'appelle Proxity. En plus d'1 an et demi, on développe une entité, on écrit la proposition de valeur. Je fais ce que tous les gens détestent faire, ça veut dire aller écouter mes clients, comprendre la carte empathique, essayer d'aller comprendre ce qui fonctionne.
et on en design une offre. Et aujourd'hui, ça en a fait une filiale chez eux. Mais là, tu commençais à faire ce que t'aimais vraiment. Euh, j'ai commencé à utiliser mes skills de psychologie, à utiliser les skills de ce qui m'a fait grandir en tant qu'être humain et d'apprentissage personnel. Ouais. Et ça, je l'utilise depuis le départ. Ça fait plus l'âge, parce que quand j'ai commencé à ouvrir des bouquins. Et en fait, ça, j'ai commencé à le mettre en action et à me dire, OK, t'as le droit, en fait. Les livres sont là et ont été écrits par des gens qui sont, à un moment donné, se sont pas sentis légitimes aussi et qui, en fait, sont venus aller transposer leur savoir, de savoir. En fait, c'est toujours un amoncellement de savoir. Il y en a qui sont plus ou moins fame, mais le livre rouge de Jung est interdit à personne. Tout le monde peut aller le lire et tout le monde peut comprendre la psychologie de Jung. Je parle pas de ce qu'il a développé en tant que psychologue, mais je parle de sa psyché à lui. Tout le monde peut aller le lire, en fait. C'est sûr. Et moi, j'ai commencé à regoûter à la vie à partir du moment donné où je me suis rendu compte que j'avais accès à ça. Et que j'avais aussi accès en ce que tu es en train de faire là à d'autres êtres humains pour aller leur parler. Et donc, à chaque fois que j'ai entrepris, je me suis entouré de gens qui étaient plus intelligents que moi ou qui avaient compris quelque chose que je n'avais pas compris. Et donc, je suis allé les interviewer, je suis allé discuter, je suis allé chercher des mentors, je suis allé chercher des coachs, je suis allé chercher des gens à chaque fois qui sont allés me challenger pour aller essayer d'aller me comprendre plus en profondeur par le biais de l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que tu comprends de toutes ces rencontres? Qu'on a tous et toutes notre façon de voir le monde et que, par contre, il y en a qui ont compris et qui ont un système de croyance qui te permet à aller à la réalisation de ton objectif. Et donc, moi, quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais essayer de comprendre sa carte du monde et je vais voir ce que je vais pouvoir aller implémenter chez moi. Qu'est-ce que tu crois? C'est quoi? Explique-moi pourquoi. Tu vois, par exemple, j'ai interviewé le patron d'une unicorn, d'une ancienne unicorn. Thomas, tu m'écoutes. Thomas, explique-moi ce qui fait que toi, tu vas lever 320 millions d'euros et d'autres non. Décrier, pas décrier, tu aimes pas, tu détestes, je m'en tape. Explique-moi ce qui fait que toi, tu as une croyance fondamentale en ta personne pour être capable de faire ça et d'être capable de faire rentrer des gens qui ont de l'argent à faire ça. Explique-moi. Je l'ai fait avec des avec des coachs de pilotes de Formule 1. Je l'ai fait avec des gens, comme on a parlé tout à l'heure de Théo Curin, pour essayer de comprendre comment tu transformes ton handicap. Je l'ai fait avec plein de gens, mais par contre, je le fais pas avec des gens fame pour fame, parce que là, je t'en ai cité des fame, parce que il y a un côté intriguant là-dedans. Mais moi, je veux aussi le faire avec d'autres typologies de personnes qui sont des gens de ma famille ou qui sont des gens qui sont juste proches de moi, qui ont peut-être compris quelque chose de différent que je n'ai pas compris, et qu'est-ce que je vais pouvoir aller incrémenter. Et pour moi, c'est ça, l'acte de grandir et l'acte de faire des choix. Quel choix tu vas faire à ce moment-là? On est parti de ma liste de survie à vie, et on est parti de ma liste de vie. Dans ma liste, j'ai marqué entrepreneur, et je regrette, j'aurais dû mettre entrepreneur à succès. C'est mieux. Ouais. Oui. Mais parmi tout ça, il y a me remettre au sport. Parmi tout ça, il y a ça. Et dans ce dont pourquoi on est là et ce qui t'a interpellé, j'ai commencé à me lancer des défis sportifs personnels ou au moins aventures personnelles. Voyager en était une, arrêter de fumer était une aventure. Pour moi, chaque fois, c'est jalonné et je me suis rendu compte qu'on est passé de survie à vie et on est passé de vie à vas-y, comment je crée une vie qui commence à me ressembler de plus en plus. Un truc qui me donne envie de me dire à la fin, est-ce que ça m'aura fait au moins un minimum kiffer, même si j'ai une tendance à la tristesse, même si j'ai certaines tendances psychologiques à pouvoir me laisser aller à la victimisation, c'est vas-y, comment j'arrête un peu ça, je sors de ce putain de triangle de Cartman pour les connaisseurs et que je commence à essayer tu vois, de faire des choix qui sont plus que je fais des choix qui commencent à me faire vibrer. Moi, quand j'entreprends, ça me fait vibrer. J'en ai rien à, tu vois. Oui. Et en fait, au bout d'un moment, c'est, vas-y, commence à essayer d'aller écouter ces trucs-là. Et il y en a une parmi tant d'autres, et ce dont pourquoi on me prend en conférence aujourd'hui et on vient me chercher. Je suis fier d'être le 23e Français à avoir traversé la Manche à la nage, muni d'un bon slip de bain, d'un bonnet de bain et d'une paire de lunettes. Bravo pour la performance déjà, c'est incroyable. Et comment tu en viens à traverser la Manche à la nage?
C'est d'abord des choix, des rencontres. Le vrai sujet, moi, là-dedans, comme tu l'as compris, c'est vraiment d'aller faire des choses qui me parlent. Et en fait, au bout d'un moment, la traversée de la Manche à la nage, c'est un atavisme familial pour le fan de Zola que je suis autour de l'eau. J'ai un grand-père qui était nageur de long, qui avait une guinguette au bord de la Loire et il faisait des courses de fond, d'eau. Ma mère est prof de sport agrégé avec une spécialité natation. Même avant de savoir nager, même avant de savoir marcher, je savais nager. Et en fait, c'était toujours là. Ensuite, le deuxième truc, c'est j'ai appris des milliers de trucs en développement personnel. Tout le monde nous casse les couilles à dire ah, réalise tes rêves, ah, fais des trucs machin, ah, ci ou ça. À un moment donné, j'ai commencé à pousser et à me dire ok, qu'est-ce qui te fait fondamentalement vibrer? Et vouloir réaliser l'Everest de mon sport, je suis pas arrivé de je ne sais plus nager, parce que j'ai toujours su nager, mais je ne sais plus nager ou je nage plus et j'ai une condition physique de merde à traverser la Manche. Non! Déjà, pour ceux qui veulent le faire, ne le faites pas parce que c'est trop dangereux. Et deuxièmement, j'ai commencé à aller nager 1 fois par semaine, à nager 3 fois par semaine. J'en ai marre de nager en piscine parce que compter les carreaux dans une eau morte et chlorée, ça me casse les couilles. Donc, je vais retourner nager dehors. J'ai commencé à nager dehors. J'ai commencé à re-kiffer ça. J'ai commencé à me reconnecter en profondeur à la nature. J'aimais un peu l'eau froide. Puis j'ai commencé jusqu'au jour où, en fait, il y a eu ce truc de me dire, OK, et si tu tentais le truc le plus extraordinaire et le plus difficile là-dessus? Et pourquoi Philippe Croison, amputé des 2 bras, des 2 jambes, peut faire ça et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Et Et donc comment tu te prépares? et donc, je redémarre la natation et c'est pour ça que je veux vraiment préciser, c'est plus de 6 ans, hein. Ah oui, c'est un Mon défi entraînement long dure terme. mon entraînement dure 1 an et demi où je prends vraiment la décision, mais c'est plus de 6 ans. Et donc, quand je prends la décision de traverser la Manche à la nage, d'ailleurs, c'était sur Saint-Jacques-de-Compostelle que je prends cette décision-là. Et en fait, je prends cette décision et la question, elle est, OK, comment je fais, de qui je dois m'entourer et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir y arriver? Et en fait, de fil en aiguille, je commence petit à petit à aller euh, me renseigner, mais je commence à faire un truc bête, mais je commence à aller nager. Je nage Oui. tous les jours et je commence à aller m'entourer et je vais chercher des personnes. Je découpe le truc sur qu'est-ce que je dois faire et quel mindset je dois aller développer pour pouvoir aller le faire. La première, c'est nager le plus longtemps possible et imaginable dans toutes les conditions météorologiques possibles et imaginables. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aller d'Angleterre à France. C'est 33,7 km à vol d'oiseau. Ça peut monter jusqu'à 70 km avec les courants. Oui, c'est énorme. Tu nages dans le noir, avec des températures et des conditions météorologiques qui sont ultra changeantes, c'est de l'open océan, donc tu as des vagues qui peuvent monter jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 10 si tu es sur des conditions les plus extrêmes. Moi, j'ai démarré, il y avait entre 1 mètre 20 et 1 mètre 50 de vagues. Et puis, le sujet, c'est le froid. Et donc, tu es dans le nord, même si c'est en plein mois d'août, l'eau est à 16 degrés, tu as des plaques qui descendent à 11 et t'en as d'autres qui remontent à 20. Et t'as un espèce de médian à 16. Et en fait, sur ce médian à 16, tu passes ton temps à jongler dans le froid. Et donc, il faut adapter ton corps à pouvoir le faire. Donc, longue distance, adaptation au froid, et ensuite, développement psychologique de comment je dois faire et qu'est-ce que je dois créer comme histoire pour pouvoir faire partie des moins de 30 Français à avoir réalisé ça, dont Philippe. Et qu'est-ce que tu comprends sur toi quand tu nages comme ça dans le froid pendant des si longues durées? Ton corps, ton mental peut aller beaucoup plus loin que tu le penses. Cependant, il faut lui donner le temps de le comprendre. Et pour lui donner le temps, il n'y a pas de secret, c'est faire des trucs rébarbatifs. Ça m'a pris 1300 km d'entraînement en plus d'une année, juste d'entraînement, dans toutes les conditions possibles. Je nageais dans des conditions de tempête, je nageais dans des conditions d'eau glacée, je nageais dans des conditions de calme plat, je nageais comme dans des conditions de chaud intégral. Et donc, c'est d'aller jouer dans ces paradoxes. Et par contre, d'y aller de manière quasi constante tous les jours. Et donc, c'était 1 heure et demie tous les jours de natation. Et on parle pas de natation
que en piscine. J'en ai fait un peu en piscine pour faire du travail vraiment spécifique, mais c'est vraiment de travailler mon corps pour pouvoir le faire. Et pour ça, j'ai pris 10 kilos de graisse juste pour pouvoir isoler mon corps sachant que je suis végétarien, donc en plus mon médecin prenait vraiment peur. Et donc c'est comment pouvoir aller adapter mon corps à une situation où j'allais rester plus de 10 heures dans une eau froide et dans une eau glacée. Donc c'est vraiment un entraînement de répétition. Et ça, on peut en parler parce que la répétition, c'est vraiment la mère de tout apprentissage. C'est une question qu'on me pose. Comment t'as fait pour réussir à tracer la Manche? J'ai nagé. Oui, tu t'es entraîné, t'as répété. En fait, ça paraît bête ce que je suis en train de dire, mais beaucoup de gens peuvent faire ce que j'ai fait, de nager 1 heure dans une eau à 10 degrés. Par contre, moins de gens peuvent le faire une semaine, encore moins peuvent le faire un mois, et encore moins peuvent le faire une année complète. En fait, le travail de répétition, c'est le travail d'usure qu'il y a autour de ça. Donc, qui dit travail d'usure, dit retrouver des leviers. Et moi, j'adore le froid. Je trouve que c'est un système et un milieu, et je parle pas de plonger dans une piscine d'eau glacée, dans un truc 3 boudins d'eau glacée, je te parle d'y aller tous les jours, constamment, avec des niveaux de fatigue différentes, avec des niveaux de problèmes mentaux, de bandes passantes différentes. Quand tout va bien, c'est génial. Quand des gens te regardent, c'est tellement facile de montrer que tu peux rentrer dans l'eau, que tu es très très fort. Mais quand tu es plein mois de février, seul, qu'il neige au-dessus de toi, là faut vouloir y aller, que tu es en face de ton lac, que la traversée de la Manche est dans 6 mois, que tu as déjà passé 6 mois, que tu es fatigué et que tu mets le pied dans l'eau et là que tu as toutes les cellules de ton corps qui sont en train de te dire arrête de faire ça. Et moi je le crois et je pense que c'est ces moments-là qui te façonnent. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Même ce jour-là où toutes les cellules de mon corps, j'y suis pas allé. Je suis pas rentré dans l'eau. J'ai culpabilisé pendant des heures et des heures le matin, je suis pas rentré dans l'eau. J'y suis retourné le soir parce que j'ai culpabilisé toute la journée et que j'y suis retourné le soir parce que je voulais pas finir sur un échec ma journée et que je voulais passer au niveau si c'était juste me tremper. Donc avant de te dire que je peux nager 1 kilomètre, donc ça veut dire dans une eau à 2 degrés, je pouvais rester plus de 23 minutes dans une eau à 2 degrés, il a fallu passer cet instant culpabilité qu'il y a eu là. Il a fallu passer cet instant où je versais toutes les larmes de mon corps avec mon ex-fiancé en train de me regarder et me dire qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui se passe, comme les jours où j'avais fondamentalement envie d'y aller parce que j'adore le shoot d'endorphine qu'il y avait juste derrière. En fait, le travail de répétition et ce travail-là, il se gagne par ok, c'est quoi les kiffs qu'il va y avoir derrière? C'est quoi tes... C'était quoi ta plus grande motivation quand tu faisais ça? J'avais envie de sortir de ma médiocrité. J'avais, tu vois, pour tous ceux qui ont traversé la Manche à la nage, il y a un pub en Angleterre qui s'appelle le White Horse. Et au White Horse, tu peux aller mettre ton nom, ton prénom, le temps, l'endroit, et où est-ce que tu l'as fait. Et en fait, tu peux aller inscrire ça. Et moi, je me suis dit, si un jour mes arrière-petits-enfants me prendront pour le plus gros teubé de la planète pour avoir fait ça, et d'ailleurs l'eau sera encore beaucoup plus chaude à leur période, j'avais envie de laisser une espèce de trace indélébile, même si le marqueur s'effacera, mais tu vois, d'avoir laissé, tu vois, d'être allé jusqu'au bout de ce truc-là. Et pourquoi tu voulais te prouver ça? De l'autre côté. Mais parce qu'il y avait, je me suis construit autour d'une croyance que j'étais jamais assez. Je voulais aller voir la croyance familiale de on ne fait pas de vagues, ne te montre pas, et qui a servi à ma famille pendant des années en tant qu'immigré de ne pas se montrer parce que c'était le seul moyen de s'insérer dans la société. Là, je vais réaliser un truc où une petite poignée l'a fait, et en plus, il va y avoir une résonance nationale, et encore, j'ai tout fait pour qu'elle ne la soit pas, et encore, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Et tu vois, c'était ce délire-là. C'était vraiment ce truc d'aller dire, OK, t'as le droit d'aller toucher à ton extraordinaire et que ce que tu trouves qui est ton plafond devient à un moment donné ton plancher. Et qu'est-ce que tu dois mettre en œuvre? Il y a ça. Le deuxième truc qui m'a fait tenir, c'est mon environnement. La femme avec qui je partageais ma vie à l'époque, qui, elle, avait aussi sa manche à elle qui était d'écrire un roman et de se faire publier par un major.
Il y avait mon coach avec qui j'ai vécu une bromance assez incroyable parce que il a donné tout ce qu'il avait, son savoir, sa compétence, sa finesse psychologique, comme son côté très bourrin pour aller m'emmener et me faire gerber au bord de la piscine jusqu'à se foutre de ma gueule quand je me faisais défoncer par des méduses. Mais il y avait cette envie d'aller au front ensemble. Et, et avec un espèce de mélange d'envie de pouvoir aussi me dire que quand je vais aller coacher des gens, certes, ils vont me dire parce que j'ai traversé la Manche à la nage, mais pour le mindset et tout le voyage que j'ai vécu avant, ça serait te mentir de dire l'inverse. Oui. Pour moi, ça n'a jamais été un truc marketing, mais maintenant ça l'est. Mais je refais pas de truc marketing, traverse pas la Manche pour avoir des clients, c'est une connerie. C'est Non. un ROI. Le ROI est pas bon. Par contre, j'avais envie de balayer devant ma porte, comme je l'ai fait pour ma sexualité, comme je l'ai fait pour le tantra, comme je l'ai fait pour la masculinité, comme je l'ai fait pour accepter mes émotions, comme je l'ai fait, en fait, de plein de manières différentes, c'est d'aller chercher ce truc-là. Et ça est venu me chercher dans mes émotions, c'est venu me chercher dans mon extraordinaire, c'est venu me chercher dans tellement de trucs personnels que ça m'a construit en tant qu'être humain au sens général du terme. J'imagine qu'il y a un avant et un après cette traversée. Comment est-ce que tu vis l'après? Qu'est-ce que tu changes dans ta vie? En fait, le changement, il se fait sur le chemin, il se fait pas l'après-traversée. C'est pendant. C'est juste le chemin qui est le plus intéressant. En fait, tout le monde me pose des questions sur les 42 kilomètres, sur les 14 heures de natation, sur les piqûres de méduses, sur le démarrage à 2 heures du matin, sur le moment donné où je touche le sol. Bien sûr que c'est incroyable, bien sûr que les émotions sont folles. Et ça, tu pourras jamais me les enlever. C'est un truc entre moi et moi-même. C'est un truc que tu peux pas enlever, même si j'ai fait une déclaration d'amour à la femme avec qui je partageais ma vie à l'époque. Et si on se croise, on se recroise, c'est un truc qu'on pourra pas nous enlever. Ou quand je vois ma mère, ou quand je vois les gens, il y a énormément de personnes sur la plage. C'est un truc que tu peux pas m'enlever. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le jour où mon coach de natation, qui est un gros bourru, on doit créer de la confiance. On est au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. On arrive devant le lac. On voit pas à 2 mètres. Il sort le kayak. Lui, sans mitouffe, il se met toutes les protections du monde. Moi, je me fous en slip de bain. L'eau est à peu près à 10 degrés. Un peu plus, 12 degrés. Il me regarde. Il fait, maintenant, Grégor, on va travailler la confiance qu'on a l'un dans l'autre. Parce que c'est la seule personne qui peut me sortir du bateau, qui peut me faire arrêter mon truc, parce qu'il connaît mes problèmes d'hypothermie et ce qu'il peut y avoir derrière. Il me regarde, il fait, on voit pas à 2 mètres. C'est moi qui prends les risques. Parce que le problème, c'est que je fais 100 kilos. Il est sur le kayak. C'est pas avec ses 70 kilos tout mouillé qui va me soulever. 70 kilos, je suis gentil avec toi, Mathieu. 70 kilos tout mouillé, il va me monter sur le kayak, il va me porter, il va me mettre sur la rive. Ne nous mentons pas. Si je suis en hypothermie, je suis en hypothermie. Il me prend par le slip, il m'emmène sur la rive et il fait ce qu'il peut pour me réveiller, quoi. Et il me regarde et on avance. Ça fait 20 minutes qu'on nage. Il y a pas un bruit. Il y a une espèce de silence incroyable. Il y a du brouillard et on est là tous les deux. Je relève mes lunettes, je m'arrête, il me tend le thé tiède pour que je puisse me réchauffer un peu. Et je le vois dans son regard, il me regarde un peu les larmes à l'œil, il me regarde, il fait, d'accord, j'aimerais être au monde. Rien de plus au monde, je voudrais que être ici avec toi, là, maintenant. Et le mec me sort ça. C'est un bourru de première. Et le mec me sort ça. Et moi, je chiale dans mes lunettes. Et je l'arrête, je fais, en fait, moi aussi. Moi aussi. Et en fait, quand je dis que j'ai peur de pas avoir d'histoire à raconter, c'est ce genre d'histoire-là que j'ai peur de pas avoir à raconter. Bien sûr que je peux te parler quand j'ai levé les bras. Bien sûr que je peux te parler de dormir dans la forêt à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bien sûr, je peux te parler de tellement de trucs que j'ai vécu. Mais en fait, ma peur, elle est de pas avoir ces trucs qui me filent encore, tu vois, des frissons auxquels je pourrais pas parler. Et je pense que je serais passé à côté de ma vie si j'avais pas cette typologie d'histoire-là. T'es pas obligé de le vivre avec la traversée de la Manche. Moi, j'ai besoin de ça pour me sentir vivant, pour sentir ce truc. Il y a un truc totalement égoïste. Mais il y a un truc aussi qui me construit et qui donne envie à des gens de venir bosser avec moi parce que j'ai putain d'envie qu'ils vivent les mêmes trucs que moi.
pas la traverser, mais qui vivent des trucs similaires dans l'entreprendre, dans la création artistique. J'aime les gens qui veulent prendre à leur charge des choses et qui se plantent et qu'on y aille, mais qu'on y aille avec du panache, bordel. Et c'est ça, moi, qui me fait kiffer. Et est-ce qu'il y a d'autres défis que tu aimerais te lancer? Parce qu'on pourrait en parler des heures, mais on va bientôt arriver au bout de l'interview. Est-ce que tu as un autre défi en tête? Ouais, on a parlé de... Moi, j'ai fait, il y a quelques mois de ça, j'ai fait un combat de boxe pour aller voir ma violence. Tu vois, j'ai dit que j'avais une tendance à la tristesse. Donc, je comprends pas la colère. Mais par contre, je pars du principe que tous les êtres humains ont une partie un peu bresson, quoi. On est un peu tous sombres. Et en fait, c'est intéressant d'aller voir cette partie-là. Et moi, je me suis jamais senti aussi libre que dans un ring de boxe. On est en train de se parler maintenant, ring de boxe, tatati. Ça fait 4 ans que je boxe. La natation, c'était il y a 5 ans. Ça fait 4 ans que je boxe. Je suis passé de celui qui avait peur de mettre un coup de poing dans la tête de quelqu'un à un type qui fait peur aux autres quand il monte sur le ring. J'en suis pas fier. J'en suis pas fier. Tout le monde dit, ouais, masculinité toxique, machin, X ou Y. Personne ne force personne à monter sur le ring. Par contre, c'est une partie de moi. C'est une partie de moi. Je vais pas aller l'exprimer à l'extérieur. Je vais pas aller l'exprimer face à d'autres typologies de personnes en face de moi. On me donne la possibilité de l'exprimer dans un périmètre qui fait quelques mètres carrés. Et moi, je pense, tu vois, on parle, je trouve ça incroyable en boxe, c'est que c'est la première fois de ma vie qu'on me donne un blanc-seing pour mettre sur la gueule d'un autre type, que cet autre type est d'accord, qui fait le même poids que moi, qui j'espère a le même niveau que moi, et à la fin, on se prend dans les bras, on se regarde et on se dit merci. Parce que, en fait, cette partie est du gentil petit garçon, du gentil, il n'y a pas que ça. Je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que le mec yin-yang, super équilibré. Non, il y a une partie de moi qui a une envie de domination, il y a une partie de moi qui veut aller exprimer son yang, mais pas que son yang propre. Il y a aussi une partie un peu plus dégueulasse et délétère à aller voir et que on me donne l'opportunité d'aller la voir. Et maintenant, je sais quoi en faire. Et je pense que il y a plein d'hommes, il y a plein de personnes, pas qui doivent aller se battre pour aller se battre parce que c'est une connerie profonde, mais qui mériteraient d'aller voir cette partie d'eux-mêmes, comme dans le côté yang, et comme j'apprends à chanter. Et donc, apprendre à chanter pour moi est une espèce d'accepter ma vulnérabilité et d'accepter ce genre de choses. Et en fait, je passe mon temps à jouer dans mon yang, à jouer dans mon yin, à jouer dans toutes les parties diverses et variées, dans ma fraternité, dans ma sororité, et je m'amuse à aller travailler dans le tantra, dans ces trucs-là. Et donc, pour répondre à ta question là-dessus, je pense que mon prochain défi, c'est de remplir le grand Rex en développement personnel et de pouvoir aller exprimer ça, de m'entourer de gens que j'aime profondément et de pouvoir aller exprimer ça et de permettre à d'autres personnes qui veulent prendre des vrais volants décisionnels et qui veulent aller s'amuser. Et un de mes défis est celui-ci. Ouais. C'est un beau défi. Merci. Qui a rien à voir avec le reste et c'est génial. Écoute, j'aurais encore plein de questions, mais on arrive au bout. Je t'ai demandé d'emmener un objet. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quel est cet objet et pourquoi celui-ci? Bah, je vais te le montrer, mon objet. Il est simple. C'est un Kindle. C'est un Kindle et en fait, moi, je remercie mes parents, mes grands-parents, les générations d'avant moi, toutes les personnes qui ont écrit tous les livres divers et variés qui existent. Et j'ai ce Kindle, c'est que les livres m'ont littéralement permis de me revaloriser, de me renutrir, et m'ont littéralement permis de me dire que en fait c'est pas fait que pour les intellectuels et que j'ai le droit. Je pense même avoir lu que plus que certains psychologues et autres, c'est juste de me donner l'opportunité de le faire. Et pour moi, c'est un objet hyper important. C'est de me donner le droit de pouvoir aller lire d'autres visions du monde, même si je les déteste, même si je ne les comprends pas, comme des visions qui valident mes hypothèses du monde, et de passer mon temps à aller vivre là-dedans. Et donc, pour moi, mon vrai objet, c'est l'objet livre. J'aime encore le papier, mais le Kindle reste parfait pour voyager. C'est ce qui a fait que tu as complètement changé ton histoire. Grave. Tout part de là. Mais en fait, je crois que, en fait, ça serait faux de penser que personne n'a vécu ce que tu as vécu avant toi. Ce serait, parlons du deuil, parlons de la gestion émotionnelle, parlons de la sexualité, parlons, en fait, de tous les sujets possibles et imaginables.
C'est sûr. Il y a forcément quelqu'un quelque part qui a écrit des choses auxquelles tu n'adhères peut-être pas à fond et peut-être pas à 100%, mais qui a osé poser sur papier ce qu'il a ressenti, ce qu'il a posé. Et si tu l'as pas dans les livres, va l'expérimenter, va faire, mais en même temps, va faire pour être, mais profites-en en même temps d'aller te documenter. Il y a forcément quelqu'un qui s'est déjà posé les questions. Ça peut être 2000 ans avant toi. Personne n'a rien réinventé. Il n'y a personne qui n'a rien réinventé. C'est juste qu'on est capable de le retraduire dans le monde dans lequel on vit. Et je pense que c'est l'une des plus grandes qualités que doit développer un être humain. C'est sa capacité critique et sa capacité à essayer de moins juger les gens qui ne pensent pas la même chose. C'est dur. Hein. C'est dur. C'est horrible. Mais c'est une des qualités qui fait que tu te sors des crises et c'est une des qualités qui te permet de pouvoir continuer à naviguer dans un système dans lequel on est aujourd'hui qui est très mouvant, mais qui a toujours existé d'ailleurs. C'est juste l'accélération. Et est-ce que toi, un jour, tu te vois écrire un livre? J'en ai déjà écrit un pour moi. La question, il y a une différence entre l'écrire et le publier. Le publier, du coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai lu tellement de livres de développement personnel médiocres qui m'ont pas forcément transcendé que j'aimerais pas compléter ce rayon-là. Mais comme j'en ai lu certains qui m'ont transformé, aujourd'hui, je pense que ce que j'ai écrit n'est pas encore au niveau dans lequel je voudrais. En tout cas, ça demande encore de la réécriture, donc pourquoi pas? C'est inscrit dans ma liste. Bah écoute, je te le souhaite. Voilà. C'est un beau projet. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. C'est très inspirant. Ton parcours est très inspirant. Tu l'es. Donc merci. Je te souhaite le meilleur et j'ai hâte de suivre tes prochaines aventures. Merci. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.